Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Alors vous le voyez, aujourd'hui nous sommes sur le village de Noël de Lens pour un JT spécial Noël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Pas trop froid? Enrhumé. Un petit peu enrhumé, ouais, mais c'est les fêtes, alors c'est pas grave, on oublie tout ça. Alors on en profite, il fait beau aujourd'hui, on vous emmène sur les différents stands du marché de Noël pour vous faire découvrir ce beau village en ce jeudi 14 décembre 2017. Vous aurez bien sûr vos actualités locales, votre rubrique sport avec Fred. Tu parleras de quoi Fred cette semaine? Alors aujourd'hui Val, on va parler notamment du Racing Club de Lens, on parlera de la réserve, on parlera également de l'agenda avec du volleyball et on reviendra sur le trail urbain qui s'est déroulé ce week-end du côté de Lens. Nathalie sera là pour vous parler de votre agenda culturel de ce week-end. Nathalie? Oui, avec un agenda bien rempli pour les fêtes de fin d'année. Voilà, encore une fois, bienvenue sur Télégoël au village Noël de Lens. Nous sommes sur le stand de Colette, un stand bien rempli d'idées cadeaux pour Noël. Bonjour Colette. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand? Alors, on a des bonnets, des écharpes, des châles, après des bracelets acier où on met tous les prénoms qu'on nous demande, des bijoux foulards pour agrémenter sur une robe ou un pull unique, quoi, disons. Après, il y a des chaînes aussi à acier, des petits porte-clés cuir. Je vois que vous avez aussi des bonnets. Oui, des bonnets, des casquettes, des chapeaux. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait fureur pour les fêtes de Noël? Là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Oh, bah non. Non, disons qu'on vend un petit peu de tout, quoi. C'est pas... Alors, vous vendez un peu de tout. Ouais. Vous êtes ici jusque quand? 23 décembre. Jusqu'au 23 décembre. D'accord. Alors, si vous souhaitez voilà, trouver vos cadeaux pour Noël, on vous invite à venir au stand de Colette, qui est là jusqu'au 23 décembre. Voilà. On a des ponchos aussi. Ah. Alors, il y a un côté qui est dessiné et l'autre côté qui est uni à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la nouveauté quand même. Ah oui, c'est beau. Voilà. Et puis c'est chaud. Voilà, y a pas de, on peut le mettre des deux côtés, il n'y a pas de couture, rien, c'est impeccable. Merci Colette. Voilà. Alors, c'était ce vendredi 8 décembre que la première pierre du futur centre de conservation des œuvres du Louvre a été posée à Liévin en présence de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, Jean-Luc Martinez, président directeur du musée du Louvre, Fabien Sudry, préfet du département du Pas-de-Calais et représentant pour l'occasion de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Agnès Lindemans, représentante de la Commission européenne, Sylvain Robert, président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin et Laurent Duporge, maire de Liévin. Avec l'arrivée d'ici 2 ans de ce nouvel et immense bâtiment de 17 000 mètres carrés, qui hébergera pas moins de 25 000 œuvres et qui sera situé juste quelques mètres seulement du musée du Louvre-Lens. Le musée du Louvre poursuit ainsi son ancrage dans le bassin minier. Et surtout, merci au Louvre et à la région et nous avoir confiance. Et nous avoir invité à participer à cette magnifique aventure. Merci beaucoup. Journée importante la semaine dernière à Liévin, avec la pose symbolique de la première pierre d'un bâtiment qui devrait voir le jour pour l'été 2019. Il s'agit en effet du centre de conservation du Louvre, un très bel équipement d'études et de recherche qui sera l'un des plus importants d'Europe. Les principaux acteurs qui ont financé ce projet, l'État, les collectivités locales et l'Union européenne, étaient tous réunis, impatients de voir arriver ce merveilleux bâtiment et se sont félicités de cette future implantation du Louvre dans notre région, 5 ans après l'arrivée du Louvre-Lens. Ça vient compléter
le Louvre-Lens, parce qu'il ne s'agit pas de juste conserver les œuvres qu'il y avait au Louvre à Paris. C'est que je pense qu'à partir de ça, on doit développer des conférences, des travaux de recherche, faire venir également de Paris des jeunes qui vont se former. Et puis, je vais demander aussi au Louvre-Lens de nous permettre de voir si on ne peut pas avoir également le développement d'activités. Il y a des projets d'activités ici, notamment sur les nouvelles technologies et la culture. On en parle avec l'agglomération, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais attention, on ne peut pas demander à la culture de régler toute seule les conséquences de cette crise économique qu'a connue le bassin minier. Et il y a aussi d'autres aspects qui doivent être développés. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Mais la culture obéit aussi à une logique qui est très différente. C'est d'éviter le repli sur soi, cette ouverture. Et Daniel Percheron, à l'époque, a eu raison de dire oui à cette proposition de Jacques Chirac. Il a eu entièrement raison. Mais derrière, nous, notre enjeu, c'est quand on voit aujourd'hui le succès public, c'est de nous poser les questions et comment on peut faire mieux. Et là, je dis très clairement, les 6 millions d'habitants de la région de Hauts-de-France, ils ne connaissent pas tous le Louvre-Lens. Ils ne connaissent pas tous. Et il faut leur faire découvrir. Ceux qui sont nos voisins, ceux qui viennent de l'extérieur, il faut justement qu'on assure encore plus le rayonnement grâce au Louvre-Lens et qu'on assure plus le rayonnement du Louvre-Lens. Il y a encore du boulot. C'est le démarrage voilà, concret de ce projet. On a fait les phases administratives et c'est toujours un peu le plus délicat parce qu'on ne voit pas la concrétisation, la réalisation qui commence à prendre forme. Là, le terrassement est bien avancé. On a le symbole avec des pavés qui viennent directement du chantier de la pyramide du Louvre. Donc, le symbole sur les premiers éléments du Louvre transférés à Liévin dans le centre de conservation sur la communauté d'agglomération est une réalité. C'est une fierté pour l'ensemble du territoire. Puis derrière, d'avoir cette reconnaissance montre que l'initiative qui était peut-être un peu farfelue, paraissant comme ça il y a plus d'une dizaine d'années de vouloir accueillir le Louvre-Lens, montre qu'on peut aussi décliner derrière maintenant d'autres projets liés à la culture et jouer un peu l'exemplarité de notre territoire sur ce sujet. C'est le petit frère ou la petite sœur du musée qui vient s'installer ici, donc le pôle de conservation, et c'est d'abord une belle reconnaissance apportée à cette terre, à Liévin, à Lens, et puis je pense que c'est aussi le Louvre qui adopte définitivement cette terre minière et cette terre minière aussi qui adopte définitivement le Louvre. À Liévin, il y a d'abord eu à un moment donné pour la reconnaissance de cette ville, sa notoriété, son identification, il y a eu le stade couvert régional de Liévin qui dans les années 80 a été réalisé. Et ce qui a permis d'identifier d'ailleurs partout en France la ville de Liévin. Eh bien aujourd'hui s'y ajoute à cette première pierre, une deuxième pierre ô combien importante, c'est le pôle de conservation du Louvre qui est presque unique en Europe et qui va participer là également à la notoriété, à l'identification de cette ville de Liévin et de ce territoire minier. C'est une belle récompense. Voilà, c'est une belle récompense offerte par l'établissement public du Louvre. Le musée du Louvre avait besoin de trouver un lieu pour accueillir et sécuriser des collections et œuvres actuellement conservées à Paris dans des zones qualifiées d'inondables. Le choix du site de Liévin pour mettre à l'abri tous ces trésors est donc un prolongement d'intégration et de mouvement vers le bassin minier. Alors on est sur un bâtiment donc, qui est construit et qui a été dessiné par l'architecte britannique Rogers, par l'agence britannique Rogers, Stirk Harbours and Partners, qui va faire environ 17 000 m², dont 9 600 m² d'espace de réserve. Le bâtiment, il est extrêmement discret en effet, parce que c'est ça qui nous a beaucoup séduit, c'est qu'il est parfaitement intégré dans le paysage, puisque c'est une toiture terrasse, donc c'est quand même un geste très marquant, puisque toute la toiture sera complètement herbassée. Donc on aura une structure vraiment très discrète, avec deux très grands doubles murs béton sur les côtés qui renfermeront les équipements techniques et une très grande façade vitrée sur la rue du Docteur Piette qui viendra baigner de lumière les espaces de travail. Des espaces qui permettront de travailler sur les œuvres, donc soit de les étudier, de les photographier, de les restaurer, d'accueillir des chercheurs qui viendront travailler sur des collections et également des espaces plus logistiques pour pouvoir assurer les bonnes manipulations des collections qui seront amenées à Liévin. Alors la livraison du bâtiment est prévue pour le 1er septembre 2019 et donc dans la foulée nous commencerons à transférer les collections. Donc on sera sur 4 à 5 ans de transfert d'œuvres, donc c'est un projet qui va encore nous mener très loin puisqu'on a environ 250 000 à 300 000 œuvres à transférer, donc ça prend beaucoup de temps en préparation et en réalisation. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un bâtiment très simple dans sa conception et très épuré et très lisible de l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous et aussi ce qui présage de très bonnes conditions de travail pour les personnels. Nous sommes en train de créer ensemble l'Europe, la région, l'agglomération, l'État. Nous sommes en train de créer un pôle muséal complet, l'un des plus importants d'Europe. C'est une manière claire, concrète de soutenir la dynamique culturelle et économique enclenchée par la création de ce Louvre à Lens.
c'est prolonger aussi l'esprit du musée du Louvre dans cette région. C'est un partenariat profond qui s'illustre à travers les éléments suivants. La gestion de 3 programmes de coopération territoriale européenne, cas de figure unique en Europe. La mise en œuvre des actions innovatrices urbaines assurées en partenariat avec la Direction générale de la politique régionale de la Commission européenne. Et enfin, la gestion de l'enveloppe du FEDER, du Fonds social et de l'initiative pour les jeunes, qui est parmi la plus élevée de la France. Ce centre de conservation sera unique en France. Il est par ses dimensions, en créant près de 10 000 m² de stockage d'œuvres et 1 700 m² d'espace d'études et de traitement des œuvres. Il sera un lieu de recherche scientifique sur les collections du musée du Louvre, offrant une vraie complémentarité naturelle avec l'atelier de conservation, de restauration des œuvres du Louvre-Lens, mais il sera aussi un lieu de rayonnement de la région des musées qu'est la région Hauts-de-France. Le coût total de ce futur centre de conservation du Louvre est de 60 millions d'euros. Rendez-vous été 2019 pour découvrir les premiers transferts dans ce nouveau palais qui veillera à la protection d'œuvres inestimables. Alors, nous sommes maintenant sur un des stands, je pense, le stand préféré des enfants et des gens qui aiment faire la fête, avec Nicolas, pas Saint-Nicolas, mais le sympathique Nicolas qui vend des bonnets. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de tous ces bonnets qui font le bonheur des gens aux fêtes de Noël? Est-ce qu'il y a une particularité, un bonnet qui se vend plus que les autres? Toujours le classique, alors le classique qui est sans lumière, le fameux bonnet du Père Noël. Alors, comme celui-là qui se trouve là-bas, ouais. D'accord. Exactement, qu'on a aussi pour les grands maintenant, parce que forcément, plus on avance, plus on évolue, et forcément, il y a plus de références, quoi. Et ça a évolué depuis les dernières années, parce que maintenant, il y en a avec des lumières, etc. Ça fait maintenant 4 ans que je suis ici, et en fait, depuis ces 4 dernières années, forcément, on s'adapte à la clientèle qui est en constante demande. Et puis, effectivement, on a plusieurs références, au moins une trentaine de références au minimum. Ouais. Et puis maintenant, ça change de couleur aussi. Alors oui, parfois on a du rose au rendez-vous, du vert, du jaune. A priori, la nouvelle couleur, ce sera le vert pour l'année prochaine. Hein, ah oui, alors donc comme les nouveaux Pères Noël qu'on voit maintenant. Et comme les Pères Noël verts du Secours populaire d'ailleurs. Exactement. Oui, voilà, exactement. donc c'est une belle référence. Oui, alors vous vendez combien de chapeaux comme ça sur un village de Noël par exemple? Tout est aléatoire, quand il fait bon et quand il fait beau, ça va, c'est assez sympa. Et en revanche, quand il y a du monde, c'est attractif, quoi. Hein, les gens. Et donc vous en vendez beaucoup plus? On en vend un peu plus, oui, quand il y a un peu plus de monde. Alors n'hésitez pas à venir sur le stand de Nicolas. Voilà. Bienvenue. Jusqu'au 23 décembre prochain. Maintenant, on va parler du Louvre-Lens. Le Louvre-Lens a officiellement 5 ans révolus. Il a clôturé sa semaine de festivités comme prévu en fanfare, mais par contre dans le hall et non dans le parc en raison de la météo. Beaucoup de monde était présent pour célébrer l'événement et surtout déguster le délicieux gâteau confectionné par monsieur Jean-Claude Janson. Et comme prévu, nous vous en avons gardé un morceau. Quelques notes de musique, beaucoup de monde et une ambiance familiale. Après une semaine riche en festivités, voilà comment le musée du Louvre-Lens a conclu son 5e anniversaire. Marie Lavandier, la directrice, en a profité pour remercier les participants et visiteurs du musée, sans oublier de féliciter le maître patigoussier-lensois Jean-Claude Janson, auteur du très attendu gâteau d'anniversaire. Une pièce de toute beauté à laquelle ont symboliquement participé les jeunes des structures de l'APEI. Alors nos impressions sur le gâteau, c'est un chocolat très fondant et très onctueux avec une superbe gelée de fruits rouges qui est un vrai délice. Et nous félicitons le chef pâtissier chocolatier.
c'est l'apothéose. Je ne pouvais pas espérer mieux en fin de ma carrière, puisque bon, je suis plus près de la retraite que de ma première communion. J'ai bientôt 58 ans. Et donc pour moi, c'est finir en apothéose d'avoir un tel partenaire. On a tous les deux la même vue, la même optique. Moi, je suis un artisan, donc moi, mon but dans ma vie, c'est de partager ma passion. Et je partage ma passion de cette façon-là, en m'impliquant dans tous les événements du musée. Alors la forme, elle est tout à fait voulue, parce que moi, si j'ai fait une grande étoile, c'est parce que pour moi, symboliquement, je pense que le musée du Louvre-Lens, c'est la bonne étoile de tout le monde dans la région. Après, la colonne corinthienne qui est au centre, ben, c'est tout simplement la reproduction de la plaquette de communication qui est passée partout sur tous les médias. Ensuite, j'ai fait une lyre parce qu'actuellement, il y a une exposition sur la musique et le principal instrument qui est représenté, c'est la lyre. Et depuis le 4 décembre, le musée fête honorablement ses 5 ans, souvent en musique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de beau pour les années à venir? Toujours plus de monde au musée du Louvre-Lens, parce qu'un musée, aussi sérieux qu'il soit, quelle que soit la beauté, l'intelligence de ses expositions, le caractère exceptionnel des œuvres qu'il présente, un musée c'est rien sans ses visiteurs. Un bel anniversaire conclu en fanfare par les harmonies de Lens, de Liévin, de Los-Angoël et de Lille, qui nous ont offert de beaux moments d'émotion. La musique, une véritable culture dont les échos se répandent petit à petit dans tout le bassin minier. Je suis avec Sébastien Lannoy. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie. Alors c'est le gérant du Cubana Bar. On est ici sur le stand le plus ensoleillé du marché de Noël de Lens. On peut d'ailleurs y déguster le mojito, le cocktail le plus demandé dans tous les bars. Et ben voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le marché de Noël. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors bonjour. Cette année, pour les fêtes de fin d'année, on va vous apprendre très vite, par exemple, à décorer votre verre de manière très simple à la maison. On va juste prendre 3 sous-tasses. Une sous-tasse avec du sucre blanc ou sucre roux. Une sous-tasse avec du sirop de grenadine. Et puis une sous-tasse avec le sirop qui vous plaît. Ça peut être... Donc moi j'ai mis du vert, c'est un sirop de kiwi. À la maison ça peut être un sirop d'orange, un sirop de citron. Vous mettez celui qui vous plaît. Alors on va simplement prendre son verre. On va le tremper sur une moitié dans le sirop grenadine. Si vous aimez que la grenadine, restez sur la grenadine. Et l'autre moitié sur le sirop de kiwi. Il nous suffit ensuite de plonger son verre dans le sucre. Il ne faut pas hésiter à en mettre dans la sous-tasse, même si ça déborde. Ce qui va vraiment permettre au sucre de se coller au sirop. Et est-ce qu'on peut faire ça avec tous les verres, Sébastien? Bien sûr. Regardez, nous sommes sur des éco-cups. Coupe champagne, verre à cocktail, verre apéritif. Bon, en tout cas, voilà, c'est très petite joli. décoration très simple pour les fêtes de fin d'année pour vous inviter à la maison. Et qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir d'autre? Alors cette année, on va vous montrer un petit cocktail chaud qui s'appelle le Rum Coffee ou le Cuban Coffee, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez voir, on va commencer. En plus, vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir le faire. On va d'abord y mettre 6 centilitres de rhum blanc. Mettez la marque que vous aimez. Voilà, on va y ajouter 6 tours de sucre de canne liquide. Deux solutions. Il faut chauffer l'alcool mélangé avec le sucre. Nous, on a une bouilloire qui se promène ici, qui ne sert qu'à ça. Sinon, vous avez un petit micro-ondes, vous faites attention que ça ne déborde pas, ou une casserole. On va utiliser une cafetière Senseo.
Donc on va pouvoir préparer sa dose de café. Donc l'équivalent d'un grand café, donc 2 doses. C'est un peu comme le Irish Coffee. Exactement. Et ça réchauffe. Ça fait du bien. Exactement, ça réchauffe, ça fait du bien à son petit cœur, comme on dit chez nous. Voilà. Sauf que nous, on utilise un matériel que vous avez chez vous. Vous allez pouvoir le refaire simplement avec tout ce que vous avez. On va renverser son alcool avec son sucre. Ça sent un peu le dans caramel. Son verre. Exactement. Ensuite, je vais pencher mon verre sur le bord de la Senseo. Et tu expliquais, Sébastien, que ça permet vraiment de faire des couches... Ah, vous allez voir, c'est magique. On sent déjà le café. Voilà, je viens de verser mes 2 doses de café dans mon verre. Et vous voyez que naturellement, quand on colle le verre sur son bec Senseo, vous avez ces 2 premiers étages, qui sont l'alcool avec le sucre et le café. Pour terminer son petit cocktail, on va prendre une bombe aérosol chantilly. Remplir son verre sur les bords. Voilà. Le petit chocolat en poudre pour terminer. Pour la petite décoration finale. Quelques grains de café. Quelques grains de café éventuellement si vous préférez. Une petite paille. Une petite paille. Voilà Nathalie, c'est terminé, je te propose de goûter. Avec plaisir Sébastien, ouais, je veux bien faire la goûteuse. Alors plusieurs solutions. Ou alors tu manges comme une gourmande la chantilly avant. Ouais. Ah. Certains aiment boire les étages au fur et à mesure et d'autres mélangent le tout. Ah, délice. Très bon cocktail, hein. Très facile à faire d'ailleurs. En plus, facile et rapide. Facile et rapide avec une machine à café, du rhum, de la sucre. Du sucre canne. Exactement. De la crème chantilly. Crème chantilly. Et c'est tout. Voilà. Merci Sébastien, merci pour le cocktail. On part tout de suite au Louvre-Lens sur la dynamique de son 5e anniversaire. L'agglomération Lens-Liévin avait organisé un mapping sur la façade de la faculté Jean Perrin. Plusieurs diffusions avaient lieu les 8 et 9 décembre. Tout de suite des images signées Anthony Vermus. La communauté d'agglomération et en premier chef son président Sylvain Robert ont souhaité qu'il y ait une manifestation particulière qui soit organisée et donc a été lancé un appel à projet pour un son et lumière de type mapping, ce que vous pouvez voir derrière moi. Cet appel à projet a été initié et donc c'est la société Lomprod qui a été lauréat. Ce mapping, en fait, dans les principes, c'était l'évolution de ce territoire dans le sillage de l'arrivée du Louvre-Lens. Comme on peut le voir, on a une traduction à la fois de clin d'œil du passé, mais aussi une orientation réellement sur le futur et la valorisation d'œuvres d'art, des clins d'œil sur bien entendu l'épopée minière, sur le Racing Club de Lens, et puis sur cette faculté des sciences. Donc le mapping joue un peu sur tous ces principes. Le spectacle se passe dans le cadre des 5 ans du Louvre-Lens. Donc évidemment, on a été puiser nos inspirations dans les belles œuvres qui s'y trouvent. On part d'une zone géographique qui a un patrimoine historique très fort, qui nous parle, qui nous touche, dans lesquelles il y a des œuvres historiques qui sont aussi très touchantes. Mais ces deux choses-là font partie de l'histoire et on s'est dit aujourd'hui comment traiter ces matériaux historiques avec beaucoup de respect et en même temps des taquineries et en même temps voilà, des hommages et des révérences à la science, au MID. Mais ce qui nous apporte aussi, c'est de parler de demain, d'aujourd'hui, et donc du coup de s'approprier ces choses-là, non pas avec de la nostalgie, mais avec un clin d'œil, avec beaucoup d'espérance, beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup l'envie de prendre la lumière et d'en faire quelque chose de solide. Dans nos laboratoires lillois, là, à Lomprod, en train de projeter de la lumière et d'essayer de la prendre avec les mains et d'en faire quelque chose de tangible et qui sont ensuite distribués à tout le monde. Donc on joue avec la lumière. La faculté Jean Perrin, c'est un bâtiment qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Qui est un édifice tout à fait somptueux, avec des dimensions assez impressionnantes, puisqu'on est sur un bâtiment qui fait 85 mètres de long sur plus de 35 mètres de haut. Ce soir, on a des résultats qui sont vraiment de qualité.
et qui permettent de magnifier l'architecture typique de ce bâtiment réalisé par Cordonnier, l'architecte Cordonnier. Alors nous sommes maintenant sur le stand de Will qui vient de Buis-les-Baronnies. Alors ça se trouve où, Buis-les-Baronnies? Alors Buis-les-Baronnies est un village qui se situe en Drôme provençale, au nord d'Avignon et au sud de Montélimar, et qui se situe au pied du Ventoux. Et alors qu'est-ce qu'on y trouve à Buis-les-Baronnies? Alors à Buis-les-Baronnies, on trouve plein de spécialités provençales, comme le nougat, le chocolat. Mais aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le macaron, qui est une de mes spécialités. Alors, c'est quoi la recette du macaron? Alors le macaron, en fait, tout le monde connaît ce petit produit qui est délicieux pour les fêtes. Le macaron est très simple à fabriquer. C'est du sucre glace, de la poudre d'amande et du blanc d'œuf qu'on mélange, qu'on obtient une pâte. Et ensuite, à côté de ça, on fabrique ce qu'on appelle une meringue italienne et qu'on va mélanger à cette pâte qu'on a obtenue. Et après, il faut respecter des degrés de cuisson. Je ne vais pas vous dire bien sûr tous les secrets, pour obtenir ce petite coque que nous allons remplir ensuite d'une ganache ou au chocolat ou à la pulpe de fruits. C'est super simple en fait. C'est très simple à réaliser. Mais... Et comment on fait pour avoir différents arômes? Parce que là je vois qu'il y a pistache, citron, praline. Alors la coque c'est toujours la même chose. Après on rajoute des colorants naturels. Et après la ganache, on rajoute soit de l'arôme naturel qu'on rajoute avec du colorant. Très simplement. Alors, vous faites aussi de la guimauve, framboise, fraise tagada. Oui. Tout ça, c'est des produits qu'on peut retrouver sur le village de Noël. Exactement. Et en plus, c'est des sucreries et confiseries 100% naturelles. Et il faut dire qu'à l'heure actuelle, on ne trouve plus des confiseries pour les enfants avec du goût et bon pour la santé. Alors, on peut goûter ça, au moins. Vous allez nous faire goûter. Bien sûr, de la guimauve. Alors c'est fait à base de quoi ça, la guimauve? Ah, c'est du sucre, hein. C'est que du sucre. Ouais, du sucre et de la pulpe de fruits. C'est très très bon, hein. Je peux vous dire que c'est très délicieux. Merci Will. Merci de nous avoir fait partager cette recette de macaron. De m'accueillir à Lens aussi, hein. Ah oui, oui, parce que... Alors est-ce que vous y sentez bien à Lens? Ah, c'est un pays très sympathique, avec des gens sympathiques, surtout le week-end. Très festif. Merci beaucoup, oui. Merci à vous. N'hésitez pas à venir sur le village de Noël pour déguster les macarons, les guimauves et le fromage et le saucisson aussi. Oui. Du Ventoux, saucisson du Ventoux. Du Ventoux, oui. Du Mont Ventoux. Alors, il y a une anecdote, c'est que ce saucisson, il a fait gagner des épreuves aux coureurs cyclistes. Il y a une légende qui dit que le saucisson du Ventoux a permis à Eddy Merckx et à Richard Virenque de remporter l'étape du contre-la-montre au Ventoux. Alors, n'hésitez pas à venir chercher votre saucisson pour avoir des forces pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr. Hein. Alors, tout de suite, mercredi dernier avait lieu au stade couvert de Liévin, la plénière du forum Euralens sur l'énergie. 50 projets engagés localement, 28 propositions de nouvelles actions pour la transition écologique du territoire du pôle métropolitain de l'Artois. Les objectifs: redonner du pouvoir d'achat en réduisant la facture énergétique des ménages, des entreprises et des collectivités, créer des emplois, attirer de nouveaux investisseurs. Ce nouveau forum invitait tous les intéressés à débattre sur ces grands changements. Le sommet mondial, One Planet Summit, a dit haut et fort. Le mois de juin 2017 en France était une nouvelle fois le plus chaud. Qu'à l'échelle des trois agglomérations de Lens, d'Hénin, Carvin et de Béthune-Bruay, on a fait l'identification de tous les endroits où on consomme de l'énergie, donc l'état des consommations, de l'ensemble des potentiels sur les économies d'énergie. On a travaillé avec les élus, bien sûr, mais aussi les énergéticiens, EDF, Engie, Enercop, etc. Et avec les milieux économiques et avec des représentants de la population pour se choisir un certain nombre de projets leaders, de projets concrets à l'échelle du pôle métropolitain. Le meilleur exemple, c'est la mutation de l'habitat minier.
on a un repérage de l'ensemble des toitures utilisables pour le solaire de grande échelle, à l'échelle du pôle métropolitain. L'idée étant de faire un montage financier avec des sociétés comme par exemple EDF, et étant donné que du coup on achèterait beaucoup plus de mètres carrés de capteurs solaires, de faire considérablement baisser les coûts. Il y a des grands projets structurants comme une unité de méthanisation, comme le développement d'une offre de transport doux, comme des logiques d'économie circulaire entre les entreprises de ce territoire. Ça, c'est les gros projets structurants. Et puis il y a aussi une centaine de projets plus fins, plus petits, mais qui concernent le quotidien de chacun d'entre nous, la rénovation énergétique de ma maison, un véhicule qui émet moins de gaz à effet de serre. Et ce qui est très important, l'enjeu, c'est l'un des 6 groupes de travail d'ailleurs, c'est celui de comment nous allons sensibiliser, concerner la population. Avant de communiquer, il faut concerner la population pour qu'elle soit vraiment acteur de cette transition. Ça, c'est un énorme chantier. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à une grande échelle, que du coup ça permet de mobiliser des moyens financiers importants et que du coup aujourd'hui on a beaucoup de monde et tous les acteurs qui sont là, c'est pour y aller concrètement. Ça va toucher les transports, tout ce qui est mobilité douce, ça va toucher l'industrie, ça va toucher l'agriculture et ça va toucher nos habitations, enfin nos lieux de vie. Donc c'est pour un territoire qui vient du charbon, c'est finalement un contre-pied à l'histoire. C'est-à-dire qu'on incarnait le monde d'hier, qui provoque les problèmes qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle de la planète, pour arriver sur un territoire qui devient exemplaire au niveau français. Voilà, c'est un peu ça qui se joue ce matin. Ce qui sera important, c'est de bien cerner l'engagement politique. Travailler ensemble, ça concerne les territoires. Il y a 3 intercommunalités, elles doivent être en cohérence pour porter ça, pour mener à bien quelques-uns de ces projets, de ce master plan. Mais on sent que ce territoire a vraiment envie de se transformer et d'utiliser la transition énergétique comme levier de la transformation. Et en plus, a priori, des bonnes nouvelles arrivent, comme un démonstrateur qui va s'installer sur ce territoire, comme une action emblématique qui va être portée pour en faire un signal et une référence européenne. Donc ça, c'est pour le rayonnement de ces actions, mais le plus important, c'est ce qui va se faire concrètement au quotidien avec chacun des acteurs du territoire. On a une prise de conscience évidente. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est du passage à l'acte. La mer, en 2100, si rien n'est fait, la mer est au pied des collines d'Artois, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que Saint-Omer a les pieds dans l'eau et toute la Flandre est sous l'eau. C'est pas juste est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. C'est est-ce que ça met des centaines de millions de personnes pour survivre qui vont quitter leur pays. Est-ce que demain, quelqu'un qui a le SMIC va encore pouvoir se payer de l'essence pour aller bosser, vu l'explosion des prix d'énergie que ça va générer. Voilà. Donc c'est des questions très pratiques. Et pour l'instant, ça passe pas à l'acte. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des projets très concrets pour avancer sur du passage à l'acte. Je suis un optimiste de nature. J'ai conscience que c'est pas... Enfin, le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, oui, ça existe toujours. Mais quand même, on n'a jamais été aussi prêt financièrement, mentalement, à porter ces projets concrets. Donc, alors avec un intérêt, c'est que pour le pôle métropolitain, ça lui donne d'emblée des projets concrets. Puisque c'est une structure nouvelle qui regroupe les 3 agglos, d'emblée ça lui donne des projets concrets. Donc c'est très positif, je pense, pour le pôle métropolitain. Je suis dans le chalet le plus chaud du marché de Noël de Lens. Ça fume, ça sent même très bon. Bonjour madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand? Alors je pense que vous venez d'Agen. Tout à fait, tout à fait. Je viens d'Agen. Je viens présenter tous les produits du sud-ouest, donc les apéritifs, les chocolats, les armagnacs, le vin chaud qui est une priorité pour nous forcément. Donc ce vin chaud est fait directement sur place. Sur place, vous le préparez ici au stand? Oui, la préparation se fait en direct.
Donc voilà. Et c'est quoi la différence entre le vin chaud du Nord et la région d'Agen? Alors, ce vin chaud, il a une recette personnalisée, forcément. Et donc, il est préparé avec un caramel au départ. Caramel, crème de pruneau, poivre en grains, orange qu'on laisse confire dedans et de la cannelle en bâton. Et ensuite, pour terminer, un côte de Gascogne. Voilà. Bon, on va le déguster après. Hein, Tout à fait, tout à fait. Et quelle est la spécialité d'Agen qu'on peut retrouver ici dans votre chalet? Oh, les spécialités, il y a un peu de tout. Hein. Il y a je vous ai dit, les apéritifs. Il y a les crèmes, tout ce qui est à base de pruneaux en fait. Il y a les crèmes de pruneaux. Nous avons aussi les pruneaux mi-cuits de la récolte de cette année. Donc, et ensuite, les chocolats à base de pruneaux aussi. Ouais, voilà. C'est le pruneau. C'est le pruneau. Spécialité, le pruneau. Voilà, chez nous, tout à c'est fait. le maroilles, Voilà. mais chez vous, c'est le pruneau. Tout à fait, oui. Bon, Oui. très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Nous, on part tout de suite donc à l'Abbaye de Lens jusqu'au 16 décembre. Le parc du service d'accueil du jour, le domaine des écureuils de Bully-les-Mines accueille le festival du conte de Noël. Il se déroule dans la yourte du SAJ de l'APEI de Lens et environ. Des images et des propos recueillis par Anthony Vermus. Le sommet était couvert d'une épaisse couche de neige. Le festival se déroule du 11 au 15 décembre, donc dans la yourte de l'APEI de Lens. Donc c'est un festival qui est ouvert au territoire et aux acteurs du territoire, dans lequel on va retrouver aussi bien les médiathèques, les bibliothèques et les associations locales. L'idée, c'est de rassembler les gens autour du conte pendant cette période de fête qui est la période des fêtes de Noël et de permettre à des publics différents de se rencontrer autour du conte. Deuxième édition du Festival du Conte. On avait lancé la première édition l'année dernière et ça a tellement bien marché que finalement on est reparti cette année avec la deuxième édition et qui rencontre un autre grand succès. Donc c'est 500 personnes accueillies sur toute la semaine avec une séance de conte le matin, une séance de conte l'après-midi, de 10h à midi et de 14h à 16h et tout est complet en fait. Donc ça a tellement bien marché que tout est complet aujourd'hui et on attend aussi bien des scolaires que des associations, que des lycéens, des collégiens. Un cuirassé et un sous-marin. J'ai vraiment choisi les lectures par rapport à leur rythme, à leur sonorité, aux mots, parce que moi je m'attache vraiment au rythme quand je lis à voix haute. Et puis, comme par hasard, je me suis retrouvée avec des livres en main qui parlaient de la différence. Donc je me suis dit, tiens, c'est plutôt cool, et puis ça tombe bien. Donc j'espère que ça va leur parler. Je partis dans la forêt. C'est super intéressant d'intervenir dans une yourte. Bon là on n'avait pas prévu la pluie. Donc il va falloir faire aussi avec le son de la pluie sur la toiture de la yourte. Plus cette structure ronde invite aussi au rassemblement. Et puis je pense aussi il y a un côté aussi un peu je sais pas si on dit sacralisé, sacralisant, je sais pas. Et il y a un côté un peu, moi ça me rappelle les tipis des Indiens d'Amérique. Où ils se réunissaient et puis il se passait des choses, voilà. Où on transmettait l'oralité. Voilà. La cabane était terminée. Alors je suis maintenant avec Anita. Anita qui vend de beaux bijoux pour les fêtes. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous avez ici sur votre stand? Alors je fais des bijoux fantaisie. On a de la montre, on a des gourmettes, on a des pendentifs, on a des bagues. On a aussi plusieurs modèles en fait. Vous avez des petits porte-clés rigolos là, oui. avec des petits pompons aussi. Aussi, voilà, tout à fait. C'est très sympathique. Qu'est-ce qui se vend le plus pendant les fêtes de Noël? On va dire un peu de tout. Un peu de tout. Voilà, un peu de tout. C'est surtout les petits prix quand même, parce que ça permet de faire des cadeaux à tout le monde. Mais en général, tout se vend. Oui, parce que c'est des prix relativement très peu chers, donc ça permet de faire de beaux cadeaux. Donc vous êtes là, ça fait plusieurs années que vous faites le village? Ça va faire la 4e année. Donc oui, la 4e. Voilà, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Et qu'est-ce que vous appréciez dans ce village de Noël ici à Lens? Écoutez, c'est l'ambiance déjà, et puis c'est un marché populaire, d'accord, et puis c'est sympa.
Il y a beaucoup d'animations également, je crois, tout au long de la semaine. Voilà, tout à fait. On a la chance d'avoir pas mal de personnes qui viennent faire des petits spectacles. Et puis bon, là, bientôt, on aura le Père Noël, on aura bon, plein de choses de prévues. On a aussi la patinoire là, qui est pas mal. On a le manège là juste en face, le carrousel, ça amène aussi pas mal de personnes, des enfants. C'est une ambiance très sympa. Donc on peut vous retrouver ici jusqu'au 23 décembre. Tout à fait. Pour acheter de beaux cadeaux pour toute la famille. C'est bien ça. Merci Anita. Voilà. Alors la météo de la semaine avait laissé planer un doute, mais c'est bien sous un franc soleil que s'est déroulé le lancement du 28e marché de Noël de la ville d'Avion. Pour la neige, les 2 mini-canons placés aux extrémités du parvis de l'église Saint-Denis ont parfaitement fait le change. Les enfants et écoliers n'attendant qu'une seule chose, la descente du Père Noël depuis le clocher. L'animation musicale était orchestrée par le groupe Les Super Mario, épaulé par les membres du cirque Farago, avec des sculptures de ballons et des maquillages pour les enfants. Au bout de la traditionnelle cavalcade sur le boulevard Gabriel Péri, le maire de Avion, Jean-Marc Tellier, a découpé le ruban inaugural, synonyme de 3 jours de fête non-stop. L'histoire retiendra que cela fut fait en présence de 2 Palestiniens de la ville de Kirsa, en Cisjordanie. Malheureusement, cette année, le vent et la pluie ont eu raison du feu d'artifice, mais le marché de Noël d'Avion a gardé tout de même l'affluence des années précédentes. Le week-end dernier était plutôt chargé entre les 5 ans du Louvre-Lens et les différents marchés de Noël à visiter, dont celui de Lens. On a parcouru les nombreuses allées, mais il y avait également un événement à ne pas manquer, le Téléthon. Cette année, il s'est déroulé les 8 et 9 décembre et il a récolté plus de 75 millions d'euros. Parmi tous les établissements participant à cette récolte, il y avait le lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines qui depuis 5 ans s'y investit bénévolement et profite de ce rendez-vous pour sensibiliser les jeunes aux différents types de handicaps existants. Nous avons rencontré Sandrine Bouchard, la coordinatrice Ulysse de ce lycée. Donc dans le cadre du Téléthon, de la journée du Téléthon, nous mettons en place un projet qui s'appelle Prête-moi ton handicap, qui a lieu depuis 5 ans dans l'établissement, où nous accueillons différents partenaires qui sont en lien avec le monde du handicap pour mettre en valeur les qualités, les compétences des personnes en situation de handicap. Donc les élèves, la moitié des élèves du lycée tournent sur des ateliers toute la journée, sur des ateliers sur l'autisme, sur le bégaiement, des ateliers plus sportifs grâce à handisport, sport adapté, aussi mis en place par des AVS pour un parcours fauteuil, un parcours visuel, d'autres ateliers sur la langue des signes, par l'association DonUp d'Arras, sur les personnes déficientes intellectuelles qui vivent dans leur appartement et sont en autonomie. Et puis après, on a d'autres ateliers de vente d'objets au profit du Téléthon. Dans l'enceinte de l'établissement, nous accueillons une quarantaine d'élèves en situation de handicap, des situations de handicap très diverses, motrices, cognitifs, troubles du langage. Donc ces élèves sont dans leur classe, ils ont une classe de référence, ils suivent tous leurs cours et parfois les autres camarades ne comprennent pas forcément leur handicap ou ne comprennent pas les aides qu'on leur apporte ainsi que les compétences de ces élèves. Donc nous avons voulu mettre en place ces ateliers pour montrer que les personnes en situation de handicap ont des qualités, ont des compétences, mais qu'on ne les découvre pas forcément au premier regard. On espère, comme chaque année, que nos élèves vont réfléchir, vont prendre plaisir de cette journée et vont réfléchir, puisqu'au départ, ils sont assez réfractaires, ou ils prennent ça comme un amusement, ils n'ont pas cours à la place. Et certains réfléchissent, reviennent vers l'Ulysse après pour discuter sur le handicap, ils sont plus à l'écoute de l'élève qui est en situation de handicap dans leur classe. Alors nous sommes maintenant avec Didier qui est fleuriste lensois. Tout à fait, place du Quentin. Place du Quentin. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme fleurs à Noël? Ah bah en ce moment c'est la grande époque de la jacinthe, hein, tout à fait. C'est vraiment l'époque de fin d'année, l'époque de Noël. Ça, ainsi que les léborus, c'est-à-dire la rose de Noël, ou le poinsettia qui est l'étoile de Noël. Là les 3 produits principaux de la fin d'année. Et puis le gui et le hou aussi. Aussi, mais ça vient, donc le hou pour Noël et le gui pour la fin de l'année. Alors l'étoile de Noël, moi par exemple, j'en ai une chez moi qui a fané
mais qui a repoussé. Voilà, mais elle est plus rouge. Alors comment ça se fait qu'elle est plus rouge? C'est qu'il faut vraiment pousser la température, ça a besoin de facilement 25 à 30 degrés de façon à ce que la fleur principale en haut finisse par rougir. Ah, d'accord. Ou alors, elle va mettre un peu plus de temps et vous l'aurez au 15 janvier. D'accord. Alors, combien ça prend de temps pour faire des compositions comme celle-ci? Oh, ça, c'est relativement rapide, c'est tout simplement du rempotage de plantes. C'est une garniture à base de 6 plantes, comme vous voyez ici. Donc, on va mettre 3, 4, 5 minutes, disons, par panier pour créer, quoi. Et comment on fait pour les conserver plus longtemps? Le plus longtemps possible? Plus longtemps, ça va durer. Le mieux après, c'est qu'au bout d'un moment, c'est de les déplanter, de les remploter dans des pots de terre. Ça, c'est vraiment, si vous voulez garder vos plantes très très longtemps. Donc chaque plante, on les enlève et on les met dans des pots différents. Voilà, tout à fait. Et on peut espérer les garder combien de temps alors? Bah après, ça peut durer des années, comme une plante. Dès l'instant qu'on l'arrose, qu'elle a un peu de soleil, un peu de chaleur, bon, bah disons que ça va pousser, ça va fleurir en son temps. D'accord. Donc quelles fleurs vous vendez le plus alors à Noël? Les étoiles de Noël ou les jacinthes ou c'est quelles fleurs? Beaucoup plus. Le produit principal, c'est vraiment les jacinthes. C'est vraiment les jacinthes que vous vendez. Il y a différentes couleurs dans les jacinthes? Ouais, il y a 6 couleurs différentes. D'accord. Blanc, rose. Blanc, rose pâle, il y a bleu, il peut y avoir violine, comme on a d'ailleurs à côté. Rouge aussi, voilà. Alors, on vous retrouve également ici jusqu'au 23 décembre. Voilà, tout à fait. Pour vendre toutes ces belles compositions. Voilà, ainsi que de la déco de Noël. Et puis de la décoration de... chaque année, on refait le stock avec des nouveaux modèles, des nouvelles guirlandes et tout ça. D'accord. Merci Didier. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à venir acheter vos fleurs sur le village de Noël. Et tout de suite, on vous emmène sur la 2e édition du Culturathon qui avait lieu la semaine dernière, organisé par le pôle numérique culturel de la Louvre-Lens-Vallée. Ce marathon de la culture avait pris ses quartiers au Louvre-Lens cette année. Le principe des artistes, des étudiants, des lycéens ou encore des entrepreneurs s'associe à un porteur de projet pour faire émerger des idées. Un reportage signé Flavio Spatafora et Anthony Fermus. Principalement issus de la région, les 120 participants de cette saison 2 du Culturathon avaient pour seul but de faire émerger des projets culturels lors de ce marathon de 24 heures. On a voulu donner la parole aux porteurs de projets, mais aussi au territoire. Donc il y a le Louvre, mais il y a aussi la mission bassin minier, l'Office du tourisme de Lens-Liévin qui ont aussi porté des problématiques territoriales et qui en fait ont bien fonctionné parce que des équipes s'en sont saisies et sont en train de développer des projets du type c'est quoi le Louvre en 2030 ? Comment donner une attractivité touristique et des modèles économiques viables sur ce territoire. C'est des thématiques qui sont en ce moment même portées par des porteurs de projets et qui se sont animés en équipe et donc il y a une super créativité, on sent une belle énergie et ça c'est super. Cette énergie, les participants doivent la gérer et pour cela, la Louvre-Lens-Vallée a mis à leur disposition plusieurs activités. On a repris Nikki White qui est notre masseur pour l'occasion. On va avoir un atelier de réflexologie, on va avoir un petit réveil musical entre 23h30 et 1h du matin. Demain matin à 6h30, un réveil sportif. Voilà, un beau programme pour toujours continuer à animer nos participants. Et quand la nuit tombe, libre à ces marathoniens de la culture de se reposer, de travailler ou de faire la fête. Quoi qu'il en soit, la nuit aura été courte pour tout le monde. Dès 6h30, il faut préparer les pitchs pour le jury final de l'après-midi. Parmi les 17 projets présentés après 24 heures de travail, une nuit quasi blanche, le premier prix a été remporté par Siam, Chloé Thomas et Vincent. Leur projet, une application visant à mettre en relation un touriste et un habitant pour une visite guidée d'un lieu touristique du territoire. Il leur a permis de remporter un chèque de 900 €,
Des carrières lancées, des souvenirs plein la tête en pleine fête d'anniversaire du Louvre-Lens. Ce Culturathon 2017 aura donc bien marqué les esprits. Je suis dans le stand de la boucherie-charcuterie Édouard Seiss, des spécialités polonaises en plein cœur du marché de Noël de Lens. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter vos spécialités polonaises? Bien sûr. Donc, nous faisons beaucoup de charcuterie polonaise comme les mets de coq pimentés, les filets mignons fumés. On peut retrouver des pâtés en boyau comme la schmierka, la liberka. Et plein d'autres produits. En ce moment, nous avons préparé aussi le foie gras maison, donc des saucisses de veau, plein d'autres choses. Nous nous invitons à venir nous voir ici au stand de Lens. Alors, on peut même déguster, je vois. Bien sûr. Sur votre stand. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, par exemple? Ça, c'est les cabanos. Les cabanos, tout à fait. Le salsesson. Salsesson noir. Après, nous avons du filet mignon fumé, de la mette pimentée, du bacon et du boudin polonais à l'orge perlée. Est-ce qu'on peut, dans le repas de Noël, mettre quelques charcuteries polonaises? Bien sûr, vous mettez ce que vous souhaitez. Selon les goûts, on peut mettre plein de choses. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, en entrée d'un repas de Noël? Là, en entrée de repas de Noël, on peut mettre par exemple du filet mignon fumé, on peut mettre plein de choses en fait. Le boudin, le pâté de tête, plein de choses. Bon, on va tester. On vous retrouve ici jusqu'au 23 décembre. Tout à fait. Et puis nous, alors on va continuer tout de suite avec le bus aux couleurs des Hauts-de-France qui depuis mercredi dernier est venu à la rencontre des Lossois, installé sur la place de la mairie. Cette antenne mobile de proche emploi, dispositif mis en place par Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France en janvier 2016, a pour but d'apporter des solutions nouvelles en mettant en relation employeurs et demandeurs d'emploi. On regarde tout de suite le reportage de David Loriot. Le président du conseil régional, qui est en immersion à l'heure actuelle dans tout le bassin minier, a souhaité que le bus de l'emploi soit positionné sur le territoire devant la mairie pour venir au plus proche des habitants du territoire en vue de les aider dans leur démarche, soit de recherche d'emploi, soit de création d'entreprise. Leurs besoins en apprentissage, etc., pour répondre à leurs premières attentes et voir comment on peut les aider. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ne connaissent pas les démarches à effectuer et donc notre but est de les aider. Les gens se présentent spontanément. Après, suivant leurs problématiques, leurs souhaits, leurs attentes, on va leur proposer un autre rendez-vous pour travailler de façon plus personnelle et plus approfondie leurs souhaits, leurs projets, pour essayer de les aider au mieux. Et d'organiser parfois un suivi. Suivant si c'est de l'emploi ou de la formation, on va les renvoyer vers le dispositif Proche Emploi qui a été créé il y a maintenant presque 2 ans pour voir comment on peut les aider effectivement et organiser un suivi derrière. Alors en matière d'emploi, comme moi je suis référente emploi, on reçoit la personne environ 1 heure, on fait le point sur ses attentes, etc. Et en fonction de son besoin, on voit par étapes. Et oui, non, le but ultime, c'est de lui trouver un emploi pérenne, mais on prendra le temps qu'il faut avec différentes étapes, etc. En vue de l'aider à ça, en lui proposant plusieurs offres d'emploi, peut-être en lui proposant des dispositifs. Si on voit qu'en définitive, ça va être un peu compliqué de trouver un emploi tout de suite et qu'on lui proposera peut-être de rentrer dans des dispositifs style les plis, qui ont pour but d'accompagner de façon un peu plus approfondie les gens, etc.
L'information concernant les bus pour l'emploi, je pense qu'elles sont données sur le site du Conseil des Hauts-de-France. Après, je pense que le service communication transmet aussi, je vous dis, aux différents partenaires du terrain l'information pour que ce soit relayé et qu'ils puissent en informer les gens concernés par le dispositif. Alors si vous allez faire un petit tour au village de Noël où nous sommes aujourd'hui, vous avez également à quelques pas de là, au Colisée de Lens, une exposition sur les jeux vidéo. Une exposition qui va intéresser énormément les enfants parce qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Exactement. Alors présentez-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver ici au Colisée, dans la salle du Colisée. D'accord. Tout d'abord, il y a l'exposition panneau, comme dans toutes les expositions, mais ça, c'est sans doute la partie la moins intéressante. Oui. Sauf si on a vraiment envie d'apprendre des choses sur l'histoire du jeu vidéo. Mais on a aussi une grosse partie exposition vitrine avec des machines mythiques de l'époque, voire des choses qui n'ont jamais été sorties chez nous. Donc qui sont exposés ici, mais on a surtout les jeux qui sont exposés. Et donc les jeux, ça démarre à partir de quelle année en fait? À partir de quand on a commencé à jouer aux jeux vidéo? Ça démarre à partir de Pong, qui est l'un des premiers jeux vidéo qui ont donc été commercialisés. Mais à l'époque, il fallait mettre des pièces dans la machine. On va quand même pas faire payer les gens pour jouer à un jeu vidéo, on est en 2017. Et donc c'était en quelle année ça? Pong est sorti en 1972. En 72? Le 29 novembre, il me semble. J'étais pas née. C'est vrai, j'étais pas née en plus. Il me semble que c'est le 29 novembre où le jeu est sorti. Bon, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'histoire du jeu, il y a toute l'exposition panneau qui est là. Les histoires, on peut retrouver les dates et tout ça sur les panneaux qui sont installés le long des murs. Alors on continue, donc Pong en 72, après on est passé à Atari. On est passé à l'Atari 2600, oui, qui est sorti en 1977 aux États-Unis. Bon, chez nous, il me semble que c'est arrivé peut-être 2 ans, peut-être 2 voire 3 ans plus tard. Donc le jeu, c'était quoi en fait? C'était un système de ping-pong comme Pong? Alors en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, l'Atari 2600, à la base, c'était une console qui était prévue pour faire des jeux un tout petit peu plus évolués qui se faisaient justement que ça se faisait justement avec Pong. Donc c'est pour ça que les premiers jeux sont très très rudimentaires. Et par la suite... Donc c'était simplement un petit bonhomme, c'est ça? Là, par exemple, en fait, le jeu là, c'est un duel de cow-boy. Donc on joue, voilà. C'est tout simplement une variante en fait du jeu de ping-pong, puisqu'on peut faire des ricochets, voilà. Donc il y a des stratégies, on peut aussi se cacher derrière le cactus. Alors, après l'Atari, donc ce jeu de cow-boy, on passe à un Commodore, c'est ça? Ouais, on est passé justement au premier micro-ordinateur domestique, on va dire. On n'appelait pas ça à l'époque encore les PC. On appelait ça les ordinateurs individuels. C'était le nom d'ailleurs d'une célèbre rubrique, d'un célèbre magazine, l'ordinateur individuel. Je ne sais pas si ça existe encore. Et alors, tout de suite après, on passe au fameux Pac-Man. Oui. Le Pac-Man qu'on a tous connu dans les bars, dans les cafés quand on était jeune, quand on allait au lycée, parce que c'était un jeu qu'il fallait mettre des pièces aussi. Aussi, exactement. Voilà, qu'il fallait mettre des pièces. Et c'est intéressant de voir en fait comment les jeunes de maintenant, comment même les tout petits réagissent face à ce jeu. Oui, parce que je pense qu'ils aiment beaucoup ce jeu, moi. Oui. Dans le cabinet d'orthodontie de mes enfants, il y a ce jeu. D'accord. Et dans la salle d'attente, les gamins jouent à Pac-Man. Et il faut savoir que justement, cette pratique de mettre du jeu vidéo dans des cabinets médicaux, ça existe depuis les années 70. Atari mettait dans les cabinets médicaux une variante de Pong qui s'appelait Puppy Pong. D'accord. Et alors après, on passe à un autre jeu en 1982, c'est ça? On passe surtout à une autre machine qui était l'Intellivision de chez Mattel. Donc Mattel, le célèbre fabricant de jouets, entre autres, connu pour la poupée Barbie. Ils ont décidé de faire du jeu vidéo. Mais bon, ils ont décidé de faire des choses un peu pas comme les autres. Donc déjà, les manettes, il faut les tirer. On a un vieux fil ici qui rappelle le fil des téléphones des années 70 et 80. Et on a déjà, on commence à avoir une évolution comparée à l'Atari 2600. On peut afficher déjà beaucoup plus de couleurs à la fois. La console, on la met déjà moins à genoux en tentant de programmer un jeu, même très simple. Comment vous avez fait pour retrouver tous ces jeux et les avoir comme ça dans une exposition? C'est pas évident de trouver d'anciens jeux comme ça, parce que peut-être ils n'étaient plus utilisables ou étaient en panne. Oui, totalement. Et comment vous avez fait pour les retrouver? En fait, j'ai, il y a 10 ans, pris le pari, au lieu de tout racheter au prix fort, de tenter d'essayer de monter un réseau avec des gens qui s'intéressaient à telle ou telle machine.
Mon pari, ça a été justement de commencer à faire des échanges avec eux, essayer de voir ce qui était possible de troquer. J'ai commencé aussi à faire les brocantes. C'est dingue en fait tout ce qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de gens qui ignorent encore qu'ils ont encore ce genre de machine chez eux. Et ça coûte cher une machine comme celle-ci? Tout dépend. On peut aller. Ça dépend si on a affaire à, je pense, à quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est ça? On peut aller peut-être de la dizaine d'euros à la centaine d'euros, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Tout dépend de l'état de la machine, tout dépend bien sûr si elle est fonctionnelle, tout dépend avec quel accessoire elle est livrée, tout dépend s'il y a des jeux. D'accord. Et donc après on passe aux consoles qu'on connaît un petit peu plus. Oui. C'est ça? Et donc Nintendo, Sega, toutes les consoles qui sont arrivées dans les années 90, c'est ça? Ou dans les années 2000? Même dans les années 80 pour ce qui concerne la Nintendo qui est ici. C'est une console en plus qui se revend en format mini en ce moment. Exactement. C'est ça, chez Nintendo, ils ont fleuré le filon, ils se sont dit mais il y a beaucoup de gens qui voudraient bien avoir la console de leur enfance. Ouais. Mais le problème c'est que maintenant, c'est pas possible de brancher sur les télévisions à écran plat. Maintenant, ils les vendent sans prise Péritel. Sans prise Péritel, oui. Donc il faut passer par des boîtiers très spécialisés qui coûtent une fortune. Donc ils se sont dit ce qu'on va faire, on va la ressortir au format mini. Et ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Et combien d'années il y a entre les différentes consoles? Ça a été très très vite pendant, en fait, on démarre l'exposition avec Pong, donc de 1972, et l'exposition arrive jusqu'en 2014-2015 avec l'arrivée de la PlayStation 4. D'accord. Qui est aussi jouable, bien sûr. Et donc ça fait une trentaine d'années. Et combien de consoles alors? On a 14 machines, donc 14 jeux qui sont jouables sur l'exposition. D'accord. À savoir que les week-ends, la programmation, elle diffère du samedi et du dimanche. Donc vous pouvez venir le samedi. Le samedi, il y a des jeux. Vous revenez le dimanche, c'est des autres. D'accord. Voilà. Comme vous changez les jeux comme ça, voilà. On joue jamais exactement. au même jeu. Ouais. Après, bien entendu, s'il y a des gens qui viennent en me disant samedi, je suis venu, j'ai pas le temps de jouer à tel jeu. Bon, je suis pas difficile. Et ça vient, là, ça fait déjà une petite semaine, je pense que l'exposition a démarré? L'exposition a démarré depuis le 29 novembre. Et alors, les gens viennent en famille, ou c'est que les enfants qui viennent jouer? Comment ça se passe? Tout le monde vient en famille, j'ai des fois même les petits-enfants qui viennent avec les grands-parents. On accueille aussi des groupes scolaires aussi en semaine, donc ça permet aussi de venir avec l'école, découvrir aussi d'autres choses. D'accord. Alors, l'exposition, elle a lieu jusque quand? Jusqu'au 23 novembre. Non, 23 décembre. 23 décembre. on est passé dans un jeu temporel. Voilà. On repart dans le passé, retour dans le futur. J'en perds mon latin. Donc jusqu'au 23 décembre, les horaires, c'est quoi? Alors du mardi au vendredi, 10h-18h. Et les week-ends, donc samedi et dimanche, 12h-19h. Voilà, à tout de suite sur Télégoël. On va parler jouets maintenant avec le groupe des supporters des Red Tigers qui, comme chaque année, se mobilisent pour récolter les jouets lors de matchs afin de rendre heureux quelques enfants. Leurs sourires valent bien tout l'or du monde. Nous avons suivi les joueurs qui sont allés leur remettre ces beaux cadeaux. Avec près de 2000 cadeaux collectés, le Père Noël de l'association de supporters lensois des Red Tigers a du travail. Obtenu grâce aux dons des supporters lors des matchs au Stade Bollaert de Lellis ou de dons de partenaires, ces jouets ont été offerts aux enfants de l'hôpital de Lens. Ça c'est pour toi. Ça aussi pour toi. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une Barbie. Une Barbie en quoi? En Playmobil. En Playmobil. C'est gâté, hein? Et il y en a encore plein sur le lit à ouvrir. On s'y attendait pas du tout. Je savais même pas que le Père Noël passait, moi, aujourd'hui. Il a été super gâté. En plus, il a eu plein de cadeaux. Et donc voilà, super sympa. Bonjour. Ça va? Eric Sicora, l'entraîneur du RC Lens, est venu remettre ses jouets avec 2 joueurs, John Bostock et Moine Madry. Cette présence a fait des heureux puisque parmi les enfants se cachent quelques fans lensois. Ma fille est très fan de l'équipe de Lens, en l'occurrence parce que son papa est très fan également. Donc voilà, et c'était très attendu ce matin quand on lui a dit il y a les joueurs qui viennent cet après-midi. Donc elle a dit ah oui je veux les joueurs, et c'est bien. C'est des très bonnes initiatives et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est toujours bien de passer et d'aller rencontrer un peu ces enfants qui souffrent ou qui sont malades. Donc là on vient, nous les joueurs, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier
tous ceux qui en amont ont préparé et qui ont fait en sorte que nous on puisse passer et apporter quelques sourires et quelques cadeaux. Mais nous on est là au bout de la chaîne, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent avant, donc c'est surtout eux qu'il faut mettre en avant. Je suis impressionné de la collecte des cadeaux que les Tigers ont fait pour les enfants. Franchement, je leur tire un coup de chapeau. Franchement, même moi je suis content pour eux. C'est le premier cadeau que je vais t'offrir. Tu peux ouvrir. La venue des joueurs, la présence d'un magicien, les cadeaux, les photos, les Red Tigers mettent chaque année du cœur à l'ouvrage pour parfaire ce projet. C'est des partenaires privés, c'est le Racing Club de Lens, c'est le Louvre, c'est des associations de supporters à Lens. En fait, c'est plus qu'un partenariat. Je crois que c'est tout à l'heure on parlait d'élan, mais ouais, en fait c'est tout le monde qui se sent concerné. À chaque fois qu'on fait cette action, les gens, c'est du plaisir de donner. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Il faut savoir que c'est le Noël des enfants, c'est pas qu'une journée, c'est une année en fait de fonctionnement pour le service de pédiatrie, de pédopsychiatrie. Et nouvellement Saint-Exupéry qu'on aide à partir de cette année. Cette initiative montre à quel point les supporters lensois peuvent avoir un impact hors football. Comme ont réussi à le prouver les membres de l'association KSO 93, ils ont récolté plus de 17 000 € en faveur de Zoé, atteinte d'une maladie musculaire. Bon mouton. Et nous sommes toujours sur le marché de Noël de Lens, devant la patinoire. Bon, cette dernière étape vite, si, il y a quand même quelqu'un qui s'exerce sur la glace de Lens. On espère qu'Anthony Vermus et Flavio iront faire un tour juste après. En tout cas, on va commencer avec le JT Sport de Télégoël. Et on va commencer avec la réserve du Racing Club de Lens qui continue sa mauvaise série de résultats. Les joueurs de Frank Hayes se sont inclinés à l'extérieur sur la pelouse de Sainte-Geneviève sur le score de 2-1. L'unique but lensois a été inscrit par Mounir Chouillard qui est déjà apparu dans le groupe professionnel. Au final, c'est une nouvelle déception pour les jeunes lensois qui enchaînent avec un cinquième match sans victoire. Au classement, ils sont 13e, juste devant la zone rouge qui est gardée par Beauvais. Le prochain match de la réserve, ce sera à François-Blain et ce sera contre les anciens professionnels de Sedan. De son côté, l'équipe première du Racing Club de Lens n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 sur la pelouse du Paris FC. Les 2 buts lensois ont été inscrits par le buteur, Christian Lopez. Sur le match, c'est un bon résultat, mais Lens perd une place au classement et se retrouve 17e de son championnat. Il faudra bien terminer l'année à domicile avec la réception de Tours. Ce sera lundi soir. La conférence de presse d'Eric Sicora sera retrouvée sur la page Facebook de Télégoël, rédaction Télégoël. La passe de 10 pour le basket club yévinois. Le BCL a remporté sa 10e victoire en 10 matchs sur le parquet de Marny. Un succès 85-73. Cette victoire conforte Liévin sur son trône de leader. Devant 3 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Liévin terminera son année 2017 également en déplacement, cette fois-ci du côté de Guise. Ils étaient près de 2200 à participer au Trail urbain de Lens, qui était organisé par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Ça se passait le samedi 9 décembre. 2200 coureurs confirmés, joggeurs ou randonneurs, tous ont traversé les rues lensoises, le stade Bollard d'Héloïse, les locaux de l'agglomération, les jardins du Louvre ou encore le bar La Loco. Les participants du 21 km ont même pu traverser le mythique stade couvert de Liévin. Anthony Vermus a enfourché son vélo et a suivi quelques participants par une froide soirée de décembre. Une course pas comme les autres, un départ dans le centre-ville de Lens, des lieux emblématiques traversés, quelques flocons, des sourires. L'ambiance est belle malgré le froid pour ce premier trail urbain organisé par l'agglomération de Lens-Liévin.
Alison. Catherine. Cathy. Sophie. Florence. Laurent. Émilie. Pierrot. Et David. Alain. Et Thomas. Il va falloir chauffer le moteur pour aller plus vite. Ouais, bien s'habiller et puis ça va aller. C'est chaud dans nos cœurs alors. Surtout pour s'amuser, je pense aujourd'hui. Ouais. Pour s'éclater et découvrir la ville de Lens. Ouais, c'est plus attractif qu'une simple course normale. Courir sur la route. 2000 personnes au départ, enfin de plusieurs départs, le 21 km, le 9 km et les randonneurs. Mais avant de partir, échauffement obligatoire et on n'oublie pas Johnny s'il vous plaît. Des passages par le bar La Loco et par un bus Tadao. Avant l'arrivée, pas de gagnant, mais beaucoup de souvenirs et toujours des sourires. Alors super. Plus que 9 km. Super, on est fatigué mais c'était super. Dur à certains moments mais génial. Le bus à la fin, passer dans le stade, c'était cool, vraiment. Original, à la fin on connaît Lens, on se dit on arrive. Et non, faut tourner, remonter des marches dans les cafés, dans les trucs. Super. C'était super. On a découvert un tas d'endroits, parfois un peu farfelus, mais c'était super, on s'est éclaté. On a fait le pub, on a eu rien à boire. Le pub, sympa, mais ils nous ont préparé le demi quand même. Donc c'est bien. La musique et tout, magnifique, franchement super. Bon, l'expérience à renouveler, vraiment c'était top. Un trail à succès donc que l'on espère revoir l'an prochain puisque tout le monde est arrivé à bon port. Enfin presque. Et on va terminer ce JT Sport avec du volleyball. Le Arn Volleyball reçoit le leader de sa poule, Martigues, qui a remporté tous ses matchs cette saison. Le match commencera à 20 h du côté de la salle Maréchal. Par contre, les filles du Volley Club de Arn seront sur les routes. Elles se déplaceront chez le premier, Marc-en-Barœul. Un match de fou qui s'annonce entre la locomotive du championnat et le Dauphin. Début du match à 19 h 30 du côté de Marc-en-Barœul ce samedi. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur Télégoël. Merci Fred pour toutes ces infos sportives. On se retrouve maintenant encore sur le village de Noël, mais près des manèges et de la patinoire, avec Marlène Viré de l'Office du tourisme de Lens-et-Vin pour nous présenter les activités pendant les vacances scolaires. Alors qu'est-ce qui va se passer sur l'agglomération de Lens-et-Vin pendant les vacances scolaires? Alors pour bien débuter les vacances, le samedi 23 décembre, beaucoup d'animations ici sur ce marché de Noël lensois, avec notamment un spectacle sur l'église Saint-Léger qui se trouve juste derrière nous, un spectacle pyrotechnique et un conte de Noël, et à 20 h la descente du Père Noël depuis le sommet de l'église Saint-Léger. Ah, depuis le sommet de l'église Saint-Léger. C'est la première année que ça se passe comme ça? Tout à fait, c'est la première année qu'on va
va voir le Père Noël arriver jusqu'à nous au sein de la plage Jean Jaurès à Lens. Ensuite, pour le reste des vacances. Alors le samedi également, pour ceux qui ne souhaiteraient pas rester dehors, au Colisée, on vous invite à un superbe concert d'Anaïs Delva qui va vous chanter tous les chants connus des célèbres dessins animés de Walt Disney, avec notamment le fameux Libéré, délivré, voilà, tout à fait. Donc là, je pense qu'on aura beaucoup d'enfants qui seront dans la salle du Colisée, un spectacle qui aura lieu donc dès 18 h au Colisée à Lens, et les réservations sont à prendre auprès du Colisée. Est-ce qu'il y a des visites pendant toutes ces vacances scolaires, visite des lieux touristiques de Lens? Alors oui, on a la visite guidée Lens Mine d'Art Déco du mercredi au dimanche au départ du Louvre-Lens, donc à 14 h 30 on donne rendez-vous à nos visiteurs au Louvre-Lens, on les emmène dans la cité minière autour du musée et on termine ici plage Jean Jaurès à Lens pour découvrir l'architecture Art Déco de la place. Je suppose qu'au Lens 14-18 également, il y a des choses? Le Lens 14-18 reste ouvert pendant les vacances, donc du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h, avec notamment donc une visite le dimanche à 15 h, une visite guidée, et des ateliers pour les enfants également. Les activités ne s'arrêtent pas avec la fin du village de Noël, je pense que ça continue également la semaine entre Noël et Nouvel An. Tout à fait, alors ici à Lens, vous allez pouvoir profiter de la patinoire, de la piste de luge jusqu'au 7 janvier. La médiathèque de Lens vous propose également un spectacle jeune public le jeudi 8 décembre qui s'appelle Tal Bonjour de l'univers, qui est gratuit. Les réservations sont à prendre directement auprès de la médiathèque. Et puis on a énormément d'activités qui seront proposées au Louvre-Lens. Donc on a actuellement encore l'exposition musique écho de l'Antiquité, l'exposition Heures italiennes dans le pavillon de verre, et différentes visites guidées et ateliers famille qui seront proposés tout au long des vacances, notamment avec des ateliers le 24 décembre et le 31 décembre pour occuper enfants et parents avant les réveillons. Voilà. Pendant qu'on fait du shopping, on les laisse là-bas au Louvre-Lens. C'est ça. Voilà. Et puis on fait les courses. On fait les courses ou on prépare le repas. Le repas. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les autres villes autour de Lens-les-Vins? Non, tout se concentre essentiellement ici à Lens, autour également du musée de Souchet, au Louvre-Lens, pour fêter Noël au mieux. Pour fêter les fêtes de Noël. Merci Marlène. Alors tout de suite on va retrouver également Nathalie qui est sur le village de Noël aussi, vous l'avez vu, pour son agenda culturel. Merci Valérie. On débute cet agenda culturel avec l'Arc-en-Ciel de Liévin qui accueille le dimanche 17 décembre à 16 h, dans le cadre de Un dimanche en famille, la comédie musicale Robin des Bois, la légende ou presque, un joli conte classique revisité. Le centre culturel Le Prévert de Arnes vous propose quant à lui son traditionnel concert de Noël de l'Harmonie municipale le samedi 16 décembre à 20 h 30. L'ambiance sera festive également le dimanche 17 décembre à 16 h au théâtre Le Colisée de Lens qui accueille le célèbre orchestre Koubiak qui interprétera les célèbres titres de Bruno Mars, Céline Dion, Johnny Hallyday et bien d'autres. On continue avec mardi 19 décembre à 19 h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Venez assister nombreux à la représentation Il était une voix par la compagnie Ilaretto. Une soirée musicale tout en douceur. Le jeudi 21 décembre à 19 h, l'espace Ronnie Cooter à Grenay vous propose un voyage en chocolat, titre du spectacle de la compagnie Le Petit Orphéon. Il s'agit d'un voyage musical dans la grande histoire du cacao. Bref, une soirée pour tous, petits gourmands et grands gourmets. Vous êtes toujours dans l'esprit de Noël. Alors rendez-vous à l'espace public et culturel La Gare de Méricourt qui vous propose un ciné-Noël version auberge espagnole pour bien démarrer les vacances. En effet, le vendredi 22 décembre à 19 h, vous pouvez assister à la projection Le Père Noël d'Alexandre Coffre, un beau tour de traîneau au programme avant un bon repas convivial. Des vacances bien remplies également au théâtre Le Colisée de Lens qui accueille une proposition du Lions Club le jeudi 21 décembre à 20 h 30. Une pièce intitulée Hollywood qui vous plongera avec passion dans la réécriture du célèbre Magicien d'Oz. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu,
On profite des vacances en famille pour se rendre à la Banque de France de Lens, redécouvrir l'exposition Détournement de fonds de Georges Rousse et admirer ses anamorphoses. L'exposition, on vous le rappelle, est visible jusqu'au 30 décembre, alors dépêchez-vous. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec Valérie pour la fin du JT. Merci Nathalie. Alors je me trouve ici maintenant avec monsieur le maire de Lens, monsieur Sylvain Robert, qui est aussi président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors monsieur le maire, ça fait déjà 4 ans que le village de Noël est installé sur Lens. Qu'est-ce qui a fait que cette tradition est revenue à Lens ? C'est une volonté qu'on a eue avec l'équipe municipale de recréer un peu cet événement de fin d'année. Puis on a eu surtout l'écho favorable du syndicat des commerçants qui nous a accompagnés, parce que sans les commerçants, on pouvait avoir la volonté, on n'aurait pas forcément réussi à réaliser cette prouesse qui tous les ans montre que l'intérêt vraiment par rapport à la population est grandissant. On a encore un peu plus de chalets cette année que l'année dernière, donc je sais que les commerçants y trouvent leur compte, mais surtout ils trouvent un intérêt économique dans notre territoire et que ça répond aussi à une demande de la population en termes d'animation. Donc on trouve sur ce village de Noël beaucoup de commerçants différents. Qu'est-ce qu'on retrouve comme des commerçants qui sont lensois ou qui sont de l'agglomération ou qui viennent d'ailleurs? On retrouve déjà des commerçants locaux qui jouent le jeu avec nous, qui nous accompagnent sur cette initiative et sur cette évolution en fin d'année. Et puis après on retrouve des métiers qui sont peut-être un peu moins présents dans l'environnement habituel du lensois, mais qui sont des métiers qu'on retrouve plus sur les parties festives, donc pour Noël, qui se collent parfaitement à cette évolution du village de Noël. Beaucoup d'animations également, avec des festivités tout au long de ce village, jusqu'au 23 décembre. Ça jalonne avec des animations musicales, des déambulations, et puis surtout le spectacle qui sera un spectacle un peu en finale en apothéose le 23 avec la descente du Père Noël, mais en même temps un spectacle pyrotechnique, voilà, pour emmener tout le monde sur cet esprit de fête avant Noël, et puis surtout les animations permanentes avec la piste de luge, la patinoire, le manège, le petit train. Voilà, on essaye aussi de donner un autre type d'animation, et que pour toute la famille, on ait de quoi retrouver son bonheur au village de Noël. Combien de temps ça met pour préparer un tel village de Noël et comment ça se prépare? C'est vous qui avez les idées le matin? C'est un travail en équipe. Non, enfin, l'idée du village de Noël, on l'a eu, et derrière on regardait la concrétisation. Il y a des parties budgétaires à préparer. Et puis là, surtout aujourd'hui, on est déjà en train de regarder avec les commerçants si ils ont trouvé un intérêt, peut-être pour déjà les repositionner pour l'année prochaine. Voilà, c'est aussi cette fidélisation, parce qu'on a des commerçants qui ont joué le jeu depuis 4 ans avec nous et qui quelque part nous donnent aussi une publicité positive et amènent d'autres collègues à eux sur cette animation. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui prend aussi peut-être un peu plus de rythme en fin d'année, parce qu'il faut installer avec les services techniques, installer vraiment l'environnement du village de Noël. Mais c'est bien en amont, bien avant l'été, qu'on a déjà les commerçants qui valident quelque part leur participation. En plus, il y a eu d'autres activités qui ont démarré juste au début du village de Noël. On a eu le trail de Lens qui s'est bien déroulé d'ailleurs, avec beaucoup de participants. Oui, on a eu le trail urbain et le mapping qui était dans le cadre des 5 ans du Louvre. Donc c'est vrai que c'était une année un peu particulière, mais ça nous a permis aussi d'avoir d'autres types d'animations, et peut-être que le public du trail a découvert le village de Noël, et peut-être va redécouvrir d'une autre façon, parce que c'est vrai que quand on court, on va pas faire ses courses avant, mais là de pouvoir revenir voir un peu les particularités, les spécialités de nos commerçants. Alors, vous avez 2 casquettes, maire de Lens et président de la communauté d'agglomération de Lens. Vous n'avez pas mis de bonnet. Mais par contre, comment vous faites pour gérer tout ça? C'est quand même difficile. Vous avez du temps pour faire du sport, pour faire des balades en famille, etc. C'est quand même un boulot prenant, parce que les gens n'ont pas idée de ce que ça prend tout ce temps d'être maire et d'être président d'agglo. C'est vrai que ça prend du temps, il ne faut pas compter les heures et regarder trop le temps qu'on y passe, qu'on y consacre, mais c'est aussi un travail d'équipe, parce que seul dans toutes les organisations on ne peut rien faire. Il y a à la fois les équipes d'élus qui accompagnent les projets, qui peuvent les porter, les relayer au moment où moi je ne suis pas forcément toujours présent à chaque endroit, et puis il y a les équipes techniques, parce que là, un village de Noël, on peut avoir toutes les belles idées qu'on veut, si on n'a pas les supports techniques, les équipes qui nous accompagnent, qui en même temps faisaient le barriérage pour le trail, qui faisaient la sécurisation, puis le dimanche qui était sur le pont, parce qu'avec les conditions météo, il fallait tout sécuriser, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais c'est surtout un travail collectif qui permet d'avoir ce type de réalisation. Après, au quotidien, faut essayer de se dégager un peu de temps, et c'est pas forcément toujours facile, et puis c'est les aléas de la fonction qui font ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous battre chaque jour pour la ville de Lens et puis pour les 36 communes autour, parce que du coup vous êtes un peu le levier, celui qui emmène tout le monde Déjà, étant issu du territoire, ça donne envie de se battre pour qu'il puisse se relever, et puis de regarder qu'il y a un potentiel phénoménal dans le secteur,
secteur et que la population qu'on représente, parce qu'on est là au titre de ce mandat-là, attend justement qu'on puisse lui donner ces motifs d'espoir. Et c'est un peu ce qui anime toutes les équipes au quotidien, les équipes techniques, les équipes politiques, pour dire de pouvoir donner une image du territoire et surtout rendre à la population ce qu'elle nous a confié comme mandat, peut-être encore mieux en termes de retour économique, parce que c'est là-dessus qu'on essaye surtout de juger, en termes d'animation, en termes de bien-être dans le territoire. Alors 4e village de Noël, l'avenir de ce village de Noël, vous pensez que ça va durer très très longtemps? Nous on va déjà renouveler le 5e, on va déjà continuer, on a déjà pris les dispositions pour essayer d'anticiper sur l'année prochaine, mais c'est surtout ça, c'est de ne pas vouloir non plus trop grossir, on ne veut pas se concurrencer au plus gros village de Noël, on n'est pas dans cette course à la surenchère, on est dans un concept qui colle à peu près à ce qu'on voulait au départ, qu'il a fallu monter en puissance, parce que derrière c'est pareil, il fallait entraîner les commerçants. Et aujourd'hui, la meilleure pub, c'est les commerçants qui la font, parce que derrière, ils reviennent tous les ans. Et puis surtout, de la façon dont ils sont accueillis par la population qui attend ce moment-là aussi. Donc c'est à nous de trouver l'équilibre et comment on l'accompagne avec les animations, et surtout comment ça correspond aussi à un équilibre avec les commerçants sédentaires qui sont là à longueur d'année et pour qui ça doit aussi donner un atout supplémentaire à leur activité. Donc on peut rappeler les dates, donc c'est jusqu'au 23 décembre. Jusqu'au 23 décembre et on finit en apothéose avec la descente du Père Noël. Et on organise, parce que les joueurs du Racing nous accompagnent aussi sur ce village de Noël, en prévision peut-être des 20 ans du titre, alors qu'on fêtera au mois de mai l'année prochaine. Et voilà, on fera gagner des maillots dédicacés avec un petit jeu qu'on lance sur le Facebook de la ville et puis un petit clin d'œil au village de Noël, parce qu'il faudra faire un petit selfie devant les commerçants pour pouvoir valider sa participation. Et puis je crois que vous offrez aussi des tickets pour les Lensois. Oui, voilà, toutes les écoles ont pu bénéficier des passes pour pouvoir avoir au moins découvrir une fois chaque animation, quitte après à pouvoir le démultiplier, mais au moins chaque enfant lensois pourra venir sur le village découvrir les animations qui seront faites avec la piste de luge, avec la patinoire et puis avec le manège. Merci monsieur le maire. Merci Alors beaucoup. on va inviter nombreux les gens à venir jusqu'au 23 décembre, bien sûr. Venez nombreux rejoindre toute l'équipe ici sur le marché de Noël. Vous verrez, ils sont très sympathiques. Et moi je rejoins Fred et Nathalie pour la fin de ce JT. Et voilà, c'est maintenant la fin de ce JT spécial Noël sur le village de Noël. Nathalie, oui. Mais on se retrouve avec Yves-Marie pour terminer avec le meilleur de ce marché de Noël. Le meilleur, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que je suis le plus ancien, puisque j'organise le marché de Noël en partenariat avec la municipalité de Lens, et que ce soir encore, vous nous faites l'honneur de venir nous voir. Alors, vous êtes le président des marchés de France, c'est ça? Je suis, c'est vrai, président des marchés de France, mais surtout, je suis le président des gens de la rue, c'est-à-dire ceux qui travaillent, qui animent les rues à travers les marchés à thème comme celui-ci, les marchés de plein air que vous connaissez tous, et surtout les foires à thème, style dans les champs, la foire d'Arleux, etc. Et à Lens, pour moi, c'est un point d'honneur, car on a l'église, on a la mairie et on a surtout la place pour tous les citoyens, c'est-à-dire la place de l'hôtel de ville. Venez tous. Alors vous tenez également un stand ici sur le village de Noël et vous allez nous dire un petit peu ce qu'il faut qu'on mange et qu'on boit pour les fêtes de fin d'année. Bien, mesdames, messieurs, il faut vous lâcher, hein, parce que les temps ne sont pas toujours faciles, climatiques ou autres, mais ces fêtes de fin d'année, il faut descendre dans la rue, venir nous voir et à faire des petits achats sur tous les petits chalets qui vous présentent cette année des berlingots, des vrais, comme dans le temps. Tout simplement la Provence qui est montée avec ses spécialisés charcutières. On a des bières qui viennent d'être lancées juste pour les fêtes de fin d'année. On a aussi, à boire avec modération bien sûr. Oui. Et on a aussi, et surtout j'en suis fier, c'est la saucissette mademoiselle. Hein, je vais vous l'offrir. Vous êtes fait ordre de la saucissette de Gevrey-Chambertin dans le chalet des vins de l'Alsace. Et je donne un conseil à tout le monde. On ne va pas faire la publicité des chalets. On n'est pas la grande distribution. Venez nous découvrir. Faisons la fête ensemble. Allez, venez tous découvrir tous les stands et les bons mets à déguster pour les fêtes de fin d'année. Nous, on vous souhaite, toute l'équipe de Télé Noël, Nathalie, Fred, qu'on a perdu, je crois, dans la patinoire, toute l'équipe, les caméramans, etc. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et bonne année. Et on se donne rendez-vous le 11 janvier. Joyeux Noël.
Joyeux Noël, meilleure année possible 2018 et surtout, comme disaient certains, surtout une personne, aimons-nous. Voilà. Joyeux Noël.